La tectonique des plaques telle qu'on la connaît actuellement a probablement débuté il y a 2,1 milliards d'années. Depuis, les plaques se fragmentent, divergent, entrent en collision, laissant à chaque fois des indices qu'il faut savoir décrypter pour reconstituer des géographies successives à différentes époques. Et oui, les continents renferment des roches pouvant être très vieilles et constituent une véritable mémoire du passé de la Terre. Les géologues peuvent, tels des chasseurs de reliques, juste à partir de différents objets comme des roches, des minéraux et d'analyses d'affleurement, restituer une partie de leur histoire et d'identifier les événements tectoniques liés à leur origine. Les continents ne représentent qu'un tiers de la surface du globe, mais ont enregistré 90% de l'histoire de la Terre. Ce sont donc des lieux d'études très intéressants pour tenter de reconstituer le passé mouvementé de la Terre. Il existe différents indices témoignant de cycles orogéniques successifs en France et dans le monde d'ailleurs. Alors, ce que l'on appelle cycle orogénique, c'est une succession d'événements correspondant à la formation d'une chaîne de montagnes jusqu'à sa destruction. On parle à ce moment-là de pénéplanation. Le terme de cycle nous indique que la suite des événements se répète dans le temps. Le début d'un cycle est généralement marqué par une discordance angulaire, comme ici sur cette photo, au niveau de laquelle les strates d'un cycle reposent en discordance sur les terrains déformés et érodés du cycle précédent. Ici, dans la carrière des Moines, dans le Pas-de-Calais, à l'affleurement, on peut observer une discordance angulaire. Ici, je vous la trace en rouge, entre les strates des terrains jurassiques, au-dessus, et les strates des terrains du Carbonifère inférieur, en dessous. Sur ce profil sismique, réalisé au niveau du massif ardennais, on observe des chevauchements vers le nord, s'enracinant dans la faille de Bray qui plonge sous le bassin parisien. Et sur la droite, au niveau de la faille du Midi, on peut observer la mise en contact de terrains anciens, ici de couleur marron, c'est du Dévonien, sur des terrains plus récents, ici en bleu, du Carbonifère. Il s'agit d'une nappe de charriage intensément déformée pendant une vieille orogénèse et marqueur d'un raccourcissement. Alors cette ancienne orogénèse dont on peut encore observer des traces en France métropolitaine, notamment dans le Massif central ou encore dans le Massif armoricain, eh bien, elle se nomme orogénèse hercynienne. Et son cycle est arrivé à terme, contrairement au cycle alpin qui n'est pas encore terminé. Et oui, vous n'avez pas encore eu de pénéplanation alpine. Allons plus loin ensemble et notamment, je vous embarque dans le massif des Alpes au niveau du Chenaillet. On peut observer sur cette photographie 3 types d'affleurements. Je vous les nomme avec les lettres A, B et C. Lorsqu'on se rapproche et que l'on analyse les roches constitutives de ces affleurements, eh bien, en A, vous avez du basalte, en B, vous avez du gabbro et enfin, en C se trouve de la péridotite sous une forme particulière appelée serpentinite. On y revient dans un instant plus en détail. Mais juste avant, à garder en tête pour vous ici, c'est que la succession de ces roches est caractéristique d'une lithosphère océanique. D'ailleurs, beaucoup de basaltes sont sous forme de coussins. Cela témoigne d'un refroidissement rapide du magma sous l'eau. Toujours dans les Alpes, au niveau de la région du Cristallan, on peut y observer que le gabbro ici est intrusif dans le manteau et que sur certains sites, on y observe des recouvrements de sédiments. Ceci est caractéristique d'un océan de type lent. Plus au loin, on a retrouvé des roches claires constituant le sommet. Ce sont des roches sédimentaires océaniques dont on peut observer la présence d'alternance de bandes claires et sombres contenant des tests de micro-organismes appelés radiolaires. Ces roches sont des radiolarites. Ici, elles ont notamment permis de dater les basaltes sur lesquels elles reposent en nous indiquant un âge d'au moins 165 millions d'années. Alors ici, c'est de la datation relative, vous l'aurez compris. Enfin, j'aimerais revenir sur un échantillon. Je vous ai parlé de serpentinite tout à l'heure. Voici un exemple de réaction métamorphique formant de la serpentinite. Péridotite plus eau donne de la serpentinite et des oxydes. Ainsi, la serpentinisation du manteau est due au métamorphisme hydrothermal. Et oui, retenez bien que les serpentinites sont des roches hydratées. Quand on prend de la hauteur au niveau de cette région, on peut voir à certains endroits, alors c'est en vert foncé sur la carte que je vous place ici, vous pouvez dire qu'on est en présence d'ophiolites. Alors qu'appelle-t-on précisément une ophiolite ?
Eh bien, déjà, ce n'est pas une roche à proprement dire. Étymologiquement, ce terme provient du grec ophis qui signifie serpent et lithos qui signifie pierre. Et à l'origine, ce terme était synonyme de serpentinite, c'est-à-dire une roche dont certains aspects évoquent la peau de serpent. Alors, une ophiolite, en fait, ne correspond pas vraiment à cela, mais plutôt à une association de péridotite serpentinisée, de gabbro et de basalte, avec parfois des roches sédimentaires telles que des radiolarites. Donc, il s'agit d'une association de roches. Notez que sur le terrain, le plus souvent, ces complexes ophiolitiques sont incomplets. Dans les Alpes, ces ophiolites forment des alignements interprétés comme une suture de deux plaques entrées en collision. De plus, ces ophiolites portent souvent des traces d'un métamorphisme de type haute pression, basse température. Et ça, c'est caractéristique d'un contexte de subduction. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que ces espèces de lambeaux, si je puis dire, de lithosphère océanique, ont donc été enfouis lors d'un événement de subduction, puis exhumés par un processus encore mal connu. Et il est à noter que certains complexes ophiolitiques ne présentent qu'un métamorphisme hydrothermal, ce qui veut dire que l'origine de ce métamorphisme est océanique et qu'ensuite, nos ophiolites ont été incorporés à l'orogène sans avoir été subduites. Et ça, c'est un mécanisme particulier appelé obduction, c'est-à-dire un chevauchement d'une lithosphère océanique sur un continent. Alors on vient de voir que les ophiolites sont des reliques de lithosphère océanique. On peut s'intéresser maintenant au premier stade conduisant à la naissance d'un océan. En effet, la croûte océanique est d'autant plus vieille qu'on est loin de la dorsale. C'est donc au niveau de la transition entre la croûte continentale et la croûte océanique qu'il faut rechercher des indices des premiers stades d'ouverture d'un océan. Sur cet extrait de carte, je vous propose tout d'abord d'observer un profil sismique de cette région le long de la marge ibérique. Voici le profil. On y distingue de nombreux éléments que je vais vous faire ressortir à partir d'un schéma d'interprétation. Notamment, on distingue la présence de nombreuses failles normales découpant la croûte continentale en blocs que vous voyez basculer ici, ce qui conduit à un amincissement de la croûte continentale. On observe la présence de sédiments, et d'ailleurs, je dirais plus précisément différents types de sédiments. On distingue des sédiments déposés en continuité sur l'ensemble du profil, ici de couleur jaune. Et vous avez aussi des sédiments orientés différemment, en violet sur les blocs basculés. On dit pour ces sédiments qu'ils sont disposés en éventail. Si nous prenons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique un même profil au niveau de l'Amérique latine, voici directement l'interprétation qui en est faite. Cette coupe reconstituée de la bordure continentale nous montre les mêmes éléments, à savoir des failles normales, des blocs basculés conduisant à un amincissement crustal, des sédiments de différents types, avec en plus la présence de séquences évaporitiques correspondant à des formations en milieu peu profond que l'on peut observer de couleur violette sur votre droite. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'aller dans la partie est de l'Afrique, au niveau du rift africain dans la région des Afars. Voici une photo aérienne avec, pour cette zone, une largeur de 50 à 150 km et ce rift s'étend sur plus de 3000 km. Les données récoltées nous indiquent la présence de nombreuses failles actives et qu'il s'agit de mouvements d'extension. La dépression centrale, comme vous pouvez le voir sur ce schéma simplifié, est bordée d'une topographie en marche d'escalier et que tout cela résulte du jeu d'un système de failles normales qui se manifeste aussi par une activité sismique. Ce que l'on est en train de voir et même d'assister en direct, ce sont les premiers stades de la fragmentation continentale. Et certains auteurs parlent même de déchirure continentale. Ainsi, si nous reprenons le profil de notre bordure continentale, ce que nous observons sont des marges continentales passives. Ces marges bordant les océans portent des marques de cette déchirure continentale. À retenir pour vous, des failles normales découpant la croûte continentale en blocs basculés et conduisant à son amincissement, la présence de sédiments déposés au cours du processus d'ouverture. On parle ici de rifting continental et la particularité de ces sédiments, c'est qu'ils nous renseignent sur l'évolution de l'environnement de dépôt. On peut ainsi observer dans le message sédimentaire le fait que l'on passe d'un milieu continental à un milieu marin de plus en plus profond.
La disposition géométrique de ces sédiments par rapport aux failles structurant la marge nous donne de précieuses informations. On distingue des sédiments déposés avant la formation du rift. Ce sont ceux qui recouvrent les blocs basculés affectés ou recoupés, si vous préférez, par les failles. Ces sédiments sont solidaires du socle. On les appelle sédiments anté-rift. Ce sont les sédiments en marron foncé sur le schéma. Puis vous avez une seconde catégorie de sédiments, ceux disposés en éventail que vous avez ici. Cette disposition caractérise le fait qu'ils se soient déposés en même temps que la déchirure continentale. Au fur et à mesure de l'ouverture et du basculement des blocs continentaux, les sédiments se déposant à l'horizontale vont être au cours du temps orientés en fonction du basculement du bloc. Les nouveaux dépôts se réalisant toujours à l'horizontale, il va alors se former un éventail de dépôts. Ici, nous sommes au moment même où se réalise la déchirure continentale. Enfin, les sédiments déposés sur l'ensemble de toutes les structures évoquées l'ont été après la déchirure. On dit qu'ils sont ici discordants. Ce sont des sédiments post-rift. Ainsi, les marges observées de part et d'autre de l'océan Atlantique portent toutes les marques de cette déchirure continentale. Il s'agit de marges continentales passives. Nous sommes donc au niveau d'une frontière entre la croûte océanique et la croûte continentale à l'intérieur d'une même plaque. C'est une zone dépourvue d'activité sismique. Ainsi, à l'échelle du globe terrestre, certains continents se sont fragmentés, laissant place à la formation des océans, que des collisions ont eu lieu, formant alors des chaînes de montagnes. Et donc notre lithosphère continentale voit finalement sa géographie se modifier en permanence au cours du temps. Regardez. Reprenons l'exemple du massif des Alpes. On a vu qu'elle renferme des objets témoignant de l'existence d'un ancien océan bordé de marches passives et d'une subduction ayant entraîné la disparition de cet océan. Ces objets ont été datés et cela a permis aux géologues de reconstituer de manière ordonnée les différents événements ayant eu lieu. Tout d'abord un rifting continental, puis accrétion océanique, suivi d'une subduction océanique, puis continentale, avec une collision. Donc une histoire qui s'étale sur des millions d'années. Et pour dire, l'ensemble de tous ces événements-là résulte de processus géodynamiques aboutissant à la formation d'une chaîne de montagnes. On parle alors pour qualifier l'ensemble de cycle orogénique. Mais ce n'est pas le seul exemple, regardez. Il suffit d'aller dans le massif armoricain ou encore dans le massif central pour y trouver des ophiolites et des restes encore identifiables de blocs basculés recouverts de sédiments dont la disposition géographique ressemble à ce que l'on a vu dans une marge continentale passive actuelle. Ce sont là des preuves de l'existence d'anciens domaines océaniques. Et on a même retrouvé des roches affectées par un métamorphisme de type haute pression, basse température datant, écoutez-moi bien, datant du Paléozoïque, c'est-à-dire de l'ère primaire. Pour vous donner une idée, la période correspond environ entre moins 540 millions d'années et moins 255 millions d'années. C'est pour dire. Et ces conditions métamorphiques sont caractéristiques d'un contexte de subduction. Enfin, il a été également découvert de grands accidents tectoniques comme la suture sud-armoricaine ou encore la faille du Midi dans les Ardennes. Bref, vous l'aurez compris, ce sont des marqueurs d'une collision entre plusieurs blocs continentaux. L'ensemble des indices que je viens de vous évoquer, datant du Paléozoïque, eh bien, ce sont les témoins d'un cycle orogénique antérieur au cycle alpin. Il s'agit d'un cycle orogénique appelé hercynien. D'ailleurs, si vous avez une carte géologique au millionième chez vous ou dans votre salle de cours, eh bien, c'est au niveau du coin haut droit que vous avez un résumé de ce cycle orogénique appelé cycle varisque. Vous y retrouverez pas mal de choses. Allez y jeter un coup d'œil.